Quand je parle de préservation du patrimoine, alors il y a deux aspects. Il y a toujours effectivement l'inflation. Les prix continuent de progresser, beaucoup plus que ce que la statistique officielle reporte. Depuis 3 ans, la perte de pouvoir d'achat est d'environ 22%. Et en face, on a au mieux une progression de 15% des salaires. Donc évidemment, le compte n'y est pas. Quand on a de l'épargne, cette épargne est en train de perdre de sa valeur. Mais en France, en particulier, on a un autre souci, c'est que la France est maintenant épinglée pour des déficits excessifs. Le train de vie de l'État est beaucoup trop élevé, on le constate. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que plus on paye cher, moins on a de services publics. Malgré tout, il va falloir en remettre au pot, accroître encore les effectifs de la bureaucratie, mais pour rassurer nos créanciers. C'est ça l'enjeu, rassurer nos créanciers. Et si on passe la barre des 200 milliards de déficit supplémentaires cette année, ce qui est d'ailleurs quasiment aujourd'hui inévitable, on va sur 100 milliards à nouveau de déficit commercial et on est largement au-delà des 100 milliards déjà de déficit supplémentaire par rapport aux objectifs de la loi de finances, plus une croissance qui n'est plus là, donc on va vers des déficits très importants. L'enjeu qui est de rassurer nos créanciers veut dire qu'il va falloir qu'on aille combler les trous. Et avec quel argent? Mais le seul argent disponible, c'est celui dont disposent tous ceux qui nous regardent et qui ont un peu d'épargne. Il n'y en a pas ailleurs. Si on avait la planche à billets, on pourrait imprimer comme le font les Américains ou comme le font les Japonais, qui font de la monétisation de leur propre dette. Mais nous n'avons pas la planche à billets, on dépend de la BCE. Donc sans la possibilité de dévaluer ou de faire tourner la planche à billets, la seule alternative, c'est aller piquer l'épargne de ceux qui nous regardent. Voilà où nous en sommes, et voilà l'enjeu. Et c'est pourquoi d'ailleurs on se parle aujourd'hui. Mais là, avec le bouleversement du jeu politique, on va vers une paralysie de nos institutions. Donc, quiconque aura le titre de Premier ministre et dira, voilà, alors moi j'ai défendu un programme de relance, de soutien au pouvoir d'achat parce que les gens n'en pouvaient plus déjà avant la dissolution. Donc j'ai été élu, moi, pour donner de l'espoir. Et là, malheureusement, je viens de recevoir des directives de Bruxelles. Il va falloir qu'on serre les boulons. Il va falloir qu'on aille chercher 100 milliards. Vous êtes à peu près certain que le Premier ministre qui va annoncer ça, il va se prendre une motion de censure dans les gencives. Donc il y a un moment où le gouvernement français ne pouvant pas gouverner, personne ne va voter un plan d'austérité pour 2025 et 2026. Donc c'est clair que on va vite constater que la France ne peut pas, de sa propre initiative, réduire ses déficits. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Probablement, à Bruxelles, au FMI, on va nous dire, la France, là, manifestement, on voit que vous n'y arrivez pas. On va faire comme en Italie, en 2012 ou 2013. On va vous conseiller de mettre à la tête du gouvernement un technicien et qui va faire ce qu'on va lui dire. C'est exactement ce qui s'est passé en Italie avec Mario Monti, qui a fait exactement ce que Bruxelles et les créanciers de l'Italie souhaitaient, c'est-à-dire rassurer tout le monde, effectivement faire de l'austérité. Et puis du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, c'est que la souveraineté de la dette française, c'est plus de 50% de la dette française qui est détenue par des pays étrangers. Donc c'est clair que à ce niveau-là, autant au Japon, on a une détention de la dette qui est très forte en interne, on est d'autant plus soumis du coup justement à des volontés extérieures de contraindre le pays, quoi. Oui, on a 52% ou 51,8%, enfin peu importe. La majorité de notre dette est effectivement détenue par des mains étrangères. Alors il y a de tout, vous avez certainement un petit peu de fonds de retraite allemands qui a de la dette française, qui rapporte plus que la dette allemande, donc c'est plutôt une bonne affaire. Il y a le fonds souverain norvégien, qui est peut-être le principal détenteur de dette française en tant que fonds souverain. Ensuite, en détenteur privé, vous avez BlackRock, puis vous devez avoir pas très loin derrière, vous devez avoir Vanguard, Fidelity, qui sont les créanciers qu'il va s'agir de rassurer. Parce que si le fonds souverain norvégien n'est pas rassuré et qui se met à liquider la dette française, vous allez voir que de 3,20, 3,30, on va passer à 4, 4,5 très rapidement. Et si vous avez un fonds comme le fonds norvégien qui décide de sortir, tous les autres fonds souverains vont se dire « Ouh là là, les Norvégiens, ils sont en train de prendre la fuite. » Donc Singapour, Émirats, et tout ce que vous voulez, tout le monde va sortir. Donc, je comprends un peu le discours qu'on tient aujourd'hui. La dette française n'est pas du tout menacée. Au contraire, il y a un vrai appétit pour la dette. On l'a vu, la dernière émission pré-scrutin, gros succès. Ça s'est placé comme des petits pains. Il y a eu 2,5 fois le montant proposé qui a été souscrit.
Donc là, pour l'instant, tout le monde a confiance, mais si demain, il y a un gros acteur qui décide de ne pas être là, ça va se voir tout de suite, hein, que BlackRock se dise j'attends 1 mois, 2 mois de voir quel est votre projet de budget avant d'en rajouter, et là, c'est la débandade. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Complètement. Et du coup, quelles seraient les conséquences justement pour un Français qui nous regarde aujourd'hui, qui a une épargne voilà, de précaution, qui est placée sur des supports d'investissement? On entend souvent dire, par exemple, voilà, que si la bourse française ou européenne se comporte pas très bien, on peut rentrer sur les marchés américains, on peut rentrer sur des brokers qui sont domiciliés en dehors de la France. Quelles seraient les conséquences directes sur le pouvoir d'achat, le niveau de vie et puis les investissements de beaucoup de Français qui peuvent nous regarder aujourd'hui, voilà, qui ont des parts soit sur des brokers à l'étranger, qui sont exposés sur des marchés autres que français, et puis après, plus précisément, pour les personnes qui détiennent de l'épargne sur des placements type assurance vie, PEA, qui sont des produits assurantiels ou bancaires. Alors, c'est une question. Alors là, on pourrait débattre 4 heures avec cette seule question. D'abord, pour rappeler quelque chose qui est tout à fait exact, vous venez de dire, on détient tous, d'une manière ou d'une autre, de la dette française. Alors, si on est futur retraité, évidemment, l'essentiel de notre retraite est constitué d'OAT et de diverses émissions, mais essentiellement, c'est de la dette française. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un petit accident, une petite crise de confiance? La valeur globale du portefeuille, la valeur globale de tout l'argent épargné baisse parce que la valeur faciale de toutes ces OAT se met à chuter. Donc, il y a moins d'argent. Alors, la contrepartie, c'est qu'il y a plus de rendement. Pour ceux qui souscriraient aujourd'hui dans une optique d'obtenir du rendement, ils seraient un petit peu mieux rémunérés. Mais globalement, ça veut dire quand même, c'est l'appauvrissement, peut-être temporaire, mais ça peut malheureusement durer. C'est l'appauvrissement de l'épargnant. Les constituants de son portefeuille sont en train de baisser. C'est le cas de l'assurance vie si vous avez ce qu'on appelle des fonds en euros. Vous êtes là aussi, vous détenez majoritairement de la dette française. Il faut savoir que depuis 2021, ce portefeuille a déjà perdu 15 à 17%, selon que c'est du fonds prudent ou un petit peu offensif. Donc, pour dire, c'est pas rien de perdre 15 ou 17% en 3 ans. C'était pas arrivé, je crois même, c'est pas arrivé depuis les années 80. Donc, voilà l'enjeu. C'est que une tension sur la dette, c'est une forte baisse de la valeur globale de l'épargne. Alors, c'est pas trop un problème si vous la détenez jusqu'au bout, cette dette. Pourquoi? Parce que on est à peu près certain qu'elle sera évidemment rachetée au pair, c'est-à-dire à sa valeur d'émission, par la Banque de France. En France, c'est la Banque de France qui émet la dette et qui la reprend. Donc, si vous la détenez jusqu'au bout, tout va bien. Mais imaginons par exemple que là, vous avez une assurance vie, vous avez mis pas mal de fonds en euros parce que vous ne vouliez pas prendre le risque de la bourse, parce qu'elle est très, très chère. Et puis là, soit vous avez un imprévu, il faut que vous sortiez 100 000 euros, ou vous avez un enfant qui, il va y avoir un bébé, faut éventuellement acheter un appartement plus grand, ou aider l'enfant à acheter un appartement plus grand, il faut sortir 200 000 euros. Et là, du coup, avec la perte de valeur du portefeuille obligataire, vous vous apercevez que c'est pas 200 000 euros de pouvoir d'achat que vous avez. Il ne vous reste que 170 000. J'essaie de faire prendre conscience que la baisse de valeur de l'épargne accumulée, elle est pas neutre si, à un moment ou à un autre, on a besoin de cet argent pour faire face à un impératif. Et je dis par exemple un achat immobilier, là vous avez quand même perdu en 3 ans, vous avez perdu un sacré bout de pouvoir d'achat immobilier et pendant ce temps-là, le coût de l'immobilier a augmenté de 20%, parce que le coût de la construction s'est nettement renchéri. Donc vous voyez un petit peu l'effet de ciseau entre votre épargne qui a perdu 15 à 17% et de l'immobilier qui en a pris 17 ou 20. Vous avez perdu pratiquement plus d'un tiers de votre pouvoir d'achat, alors que votre épargne, vous n'y avez pas touché jusqu'à présent. C'est pour vous faire mesurer à quel point on perd énormément d'argent sans que ça soit quelque chose qui vous frappe, parce que quand les gilets jaunes mettaient de l'argent, mettaient de l'essence dans le réservoir, ils voyaient d'un seul coup que le plein leur coûtait 2-3 euros de plus.
et que sur un mois, ça allait leur coûter 15 euros, et que ils étaient à 10 euros près pour finir le mois. Donc ça se voyait. Et pour les clients, vous savez pas, si vous n'avez pas été vérifié la valeur de votre épargne, vous n'avez pas forcément conscience que vous avez déjà perdu pas mal d'argent, et que pour faire un achat immobilier, vu l'inflation, vous en avez perdu bien davantage. Imaginons que effectivement notre dette du jour au lendemain soit dégradée et que la valeur de nos obligations perde 5-10% supplémentaires. C'est à nouveau l'épargne retraite, c'est les fonds qu'on a en assurance vie qui perdent du pouvoir d'achat dans des proportions considérables. Voilà. Et nous, c'est vrai que depuis que l'inflation a refait surface en mars-avril 2021, on a tout de suite cherché quelles étaient les catégories d'actifs qui permettaient au moins de compenser l'inflation, parce que c'était certain que c'était pas le livret A, que c'était pas l'assurance vie qui allait vous le permettre. Alors après ça, bien sûr, il y a ceux qui ont fait le pari des actions, et là, les choses se sont très bien passées. Mais quand vous êtes, vous, près de la retraite, vous n'allez pas prendre le risque du marché d'actions. Parce que cet argent, vous allez en avoir besoin dans 3-4 ans. Et si jamais il y a un krach boursier, il faut généralement attendre 5 ou 6 ans pour revoir sa mise. Hein. Vous avez payé 100, ça tombe à 80. Avant d'être revenu, non pas à 100, mais à 105, 106, pour faire face éventuellement à l'inflation entre-temps. Vous voyez, il faut avoir beaucoup de temps devant soi pour acheter des actions, pour prendre le risque des actions. Donc quand on arrive à 60 ans, on ne prend pas ce risque-là. Là, aujourd'hui, on est collé au mur, on se prend l'inflation dans la poire, on se prend la dévalorisation du portefeuille obligataire. Donc voilà, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire effectivement, quel type d'actif peut nous permettre de faire face à cet effet de ciseau, tout en ne s'exposant pas à un risque, comme sur les actions, qui est un risque de perdre 20-25% en quelques semaines, quelques mois, mais souvent ça va très très vite. Voilà. Et ça nous avait amené effectivement à regarder du côté des matières premières, de regarder du côté de l'or et de l'argent, et qui s'est avéré effectivement un pari gagnant.